enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. L'actualité, 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le Premier ministre représente le Mali à cette rencontre. Le général de division Abdoulaye Maïga est déjà sur place. Il portera haut la voix du Mali à la tribune des Nations unies ce vendredi. Ce soir, dans le dossier consacré au 22 septembre, la rédaction s'intéresse au concept du Mali courant. Les acquis seront abordés et nous pouvons retenir le renforcement du sentiment patriotique, l'acquisition d'équipements militaires, entre autres. Le Mali, à travers l'ORTM, rend hommage ce soir à Abdoulaye Kinta, ce jeune agent de santé qui a préféré mourir que de voir ses parents dans la main des terroristes. Son histoire a été révélée au public par le Premier ministre lors de son passage à Malikoura Tassira 3. La lutte contre la drogue, les pays de l'AES s'y attellent. Un atelier d'échange a été organisé ici à Bamako pour lutter efficacement contre ce fléau. C'est l'heure du journal. Soyez les bienvenus sur ORTM 1. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, et en image, arrivée du Premier ministre chef du gouvernement à New York pour la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le général de division Abdoulaye Maïga et sa délégation sont arrivés hier à 16h, heure locale, soit 20h GMT. Il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur du Mali auprès des Nations unies et la communauté malienne vivant à New York. Au nom du président de la transition, le chef de l'État, le Premier ministre, le Premier ministre chef du gouvernement prendra part donc à la 80e Assemblée générale des Nations unies. Elle se tiendra du 23 au 29 septembre. Toujours en image, ouverture du débat général de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Elle a été marquée par deux interventions fortes et contrastées. Le secrétaire général Antonio Guterres a mis en garde contre un monde assiégé par l'impunité et l'indifférence, appelant à un cessez-le-feu permanent à Gaza, à la libération des otages et à un accès humanitaire sans entrave. Et en contrepoint, le président américain Donald Trump a livré un discours virulent critiquant le multilatéralisme, l'immigration, les énergies renouvelables, accusant l'ONU de se limiter à des mots vides. Ces prises de parole reflètent donc les tensions de l'ordre international actuel partagées entre l'urgence d'une coopération renforcée et la montée logique nationaliste. En marge de l'Assemblée générale, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a eu des échanges avec son homologue de Venezuela. Il a également participé à un événement parallèle du Togo. En marge des travaux de la 80e Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu en audience la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations. Les échanges ont permis de faire le point de la collaboration entre le Mali et l'OIM. La directrice générale de l'OIM a réaffirmé la disponibilité de son organisation à soutenir le gouvernement de la transition. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux
spéciaux Mamari Koné et Aliou Touré. On discutait comment nous pouvons engager ensemble pour identifier les opportunités pour les Maliens et pour les autres personnes dans l'IES et comment nous pouvons engager pour stabiliser les communautés qui ont impacté par la crise par exemple et comment nous pouvons être un partenaire dans la situation du moment. C'est très important en ce moment pour l'OIM d'être en Mali. Nous avons déjà un bureau là et un représentant qui est vraiment engagé avec le gouvernement et ça c'est une priorité pour moi. Et actualité AES est toujours en marge des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU. Le Premier ministre burkinabé a pris part au 7e Conseil européen des entreprises sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Les différentes parties ont échangé sur les opportunités d'investissement en Afrique, occasion pour le chef du gouvernement burkinabé de présenter aux investisseurs de modèles de développement endogènes engagés dans son pays. Aboubacar Sagnon. Investisseurs européens et dirigeants africains échangent sur les partenariats que les deux parties peuvent nouer pour booster le développement de l'Afrique. Les discussions de ce 7e Conseil européen des entreprises sur l'Afrique et le Moyen-Orient portent sur une thématique d'actualité, les leaders africains pour le changement, renforcer la coopération dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la recherche, de l'agro-industrie et de l'énergie verte. Occasion pour le Premier ministre burkinabé Jean-Emmanuel Ouédraogo d'exposer la vision du président du Faso qui prône le développement endogène. L'Afrique est un continent d'opportunités et de solutions, malheureusement victime des visées hégémoniques occidentales. Au Burkina Faso, nous avons fait le choix de prendre notre destin en main sous le leadership du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, afin d'affirmer pleinement notre souveraineté et assumer nos choix stratégiques. Nous sommes convaincus que notre destin commun avec l'Europe ne doit plus se construire sur une logique d'assistance et de domination, mais sur un partenariat équitable et tourné vers l'avenir. C'est ainsi que plusieurs initiatives sont lancées afin d'accélérer le développement et le mieux-être des populations. Pour le chef du gouvernement burkinabé, le monde est en pleine mutation et l'Afrique et sa jeunesse appellent à un nouveau type de rapport basé sur le respect mutuel. À l'issue du forum, le Premier ministre reçoit en audience le président du Conseil européen des entreprises sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Kamel Gribi fait part au chef du gouvernement de l'intérêt de son groupe à explorer les opportunités d'affaires au Burkina Faso. Aussi, le ministre d'État, ministre de la Défense du Niger, a effectué une visite au poste de commandement de la force militaire unifiée de la Confédération des États du Sahel à Niamey. Il est allé s'enquérir du processus d'opérationnalisation de cette force créée pour combattre efficacement le terrorisme dans l'espace confédéré. Gérard Abdul Aziz. Annoncé le 21 janvier dernier par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale nigérien, le général d'armée Salif Moudi, lors de l'entretien exclusif qu'il a accordé à Télé Sahel, la force militaire unifiée de l'AES, FUAES, est maintenant une réalité. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, a eu une séance de travail avec ses hôtes. À l'entame de celle-ci, le chef d'état-major intégré SEMI de la FUAES s'est réjoui de l'attention toute particulière que le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salif Moudi, accorde à cette force et aux dispositions idoines prises par les chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger pour la mise en œuvre de la dite force. Un processus qui se poursuit activement. L'état-major intégré de la force est actuellement engagé dans un travail dense et exigeant, à savoir la production des textes fondamentaux, l'harmonisation des procédés opérationnels et la mise en place des outils de coordination nécessaires. Ces efforts visent à doter la FUAES d'un cadre solide et cohérent
afin de soutenir et d'encadrer efficacement ces actions dans la durée. Après le point sur la situation de l'état-major intégré émis de la FUAES, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, a donné certaines instructions et orientations pour une meilleure mise en œuvre de la dite force avant de visiter les différentes cellules mises en place, les lieux d'hébergement et les travaux entrepris dans le cadre de sa coordination. La force militaire unifiée de l'AES FUAES, forte de 5000 hommes, a pour mission de combattre le terrorisme sous toutes ses formes dans l'espace confédéré. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, a mis à profit sa présence à la base aérienne 101 de Niamey pour visiter l'escadron des drones et le centre de recherche et de développement aéronautique CRDA, où il a pu apprécier démonstration à l'appui les efforts remarquables de l'armée de l'air dans ce domaine précis. Et la lutte contre la drogue, un défi majeur dans l'espace AES, je le disais en titre, pour lutter donc efficacement contre ce fléau, les 3 pays de l'AES et leurs partenaires, comme l'ambassade des États-Unis d'Amérique, ont organisé un atelier d'échange de haut niveau sur la problématique. Le point avec Al Jumatina et Aboubacar Traoré. Comment lutter efficacement contre le trafic de drogue et le financement du terrorisme dans les pays de l'AES? Le sujet est au centre d'un atelier d'échange de haut niveau. L'initiative du ministère de la Sécurité et de la Protection civile à travers l'Office central des stupéfiants traduit la volonté partagée de renforcer la coopération et la synergie des efforts face à des menaces transnationales qui fragilisent la paix, la sécurité et le développement des nations. L'école de maintien de la paix, fidèle à sa vocation de centre d'excellence et de plateforme de réflexion stratégique, s'est réjouie d'abriter cette rencontre. Elle sera, j'en suis sûr, une opportunité d'apprendre de nos expériences respectives, de partager nos bonnes pratiques et de proposer des solutions adaptées aux réalités du terrain. Devenu un véritable défi à travers le monde, y compris dans le Sahel, la lutte contre le fléau nécessite donc une approche intégrée et une coopération sincère et solidaire avec les partenaires. Nous devons nous concentrer sur l'excellence opérationnelle, forger les liens plus forts que possible et exécuter notre mission commune avec efficacité. Renforcer les partenariats exige de nous que nous communiquions les manières ouvertes et transparentes, exploitions les innovations technologiques et partage des données. Le gouvernement de la transition demeure résolument engagé à assurer la sécurité de nos populations. Monsieur le directeur de l'Office central des stupéfiants, au nom du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, je vous félicite non seulement pour l'initiative d'organiser un tel atelier de formation, mais aussi pour avoir mis le focus sur des objectifs aussi ambitieux que pertinents comme le renforcement des capacités opérationnelles et judiciaires de nos acteurs, l'amélioration du partage d'informations. Un plateau d'experts très relevé avec des parcours et expériences avérées à la matière, entre autres les représentants du FBI, de l'OCS, du pôle judiciaire spécialisé, de la CENTIF ainsi que les experts du Burkina Faso et du Niger vont aborder des approches pratiques et proposeront des techniques d'enquête modernes visant à renforcer les capacités sur le terrain et devant les juridictions. Dans le cadre de la célébration du 22 septembre, nous rendons hommage ce soir à un héros, Abdoulaye Kinta. Vous vous souvenez certainement de ce nom. Le Premier ministre a parlé de sa mort héroïque lors de son passage dans l'émission Malikourata Sira 3. Abdoulaye Kinta, c'est ce jeune d'une trentaine d'années, agent de santé dans le village de Touara, cercle de Massina, qui a préféré la mort que de voir ses parents dans les mains des terroristes. Dans son village, autorités, collaborateurs et familles, tous se reconnaissent le patriotisme et la bravoure d'Abdoulaye Kinta. Rappel des faits dans ce commentaire signé Moussa Papa Idara. L'information a été révélée par le Premier ministre, chef du gouvernement, en juillet dernier dans l'émission Malikourata Sira 3. La disparition tragique d'Abdoulaye Kinta, infirmier à Touara, village situé dans le cercle de Kemassina, région de Ségou. L'histoire fait froid dans le dos.
Le mercredi 28 mai 2025, aux environs de 9h30, le maire de la commune rurale de Massina a été informé par le chef du village de Touara du décès de M. Abdoulaye Kenta, âgé de 30 ans environ, agent vaccinateur du centre de santé communautaire de Touara dans les champs de riz de la contre-saison. Aussitôt, le maire à son tour a informé le médecin-chef. Circonstances de son décès. Selon les informations données par le chef du village de Touara par téléphone, le mercredi 28 mai 2025, une partie de la population de Touara était partie très tôt le matin au champ pour la récolte du riz de la contre-saison, dont certains frères de sang de Abdoulaye Kenta, agent vaccinateur du CSCOM et natif de la localité. C'est ainsi que vers 7 h, ils ont été la cible d'une attaque d'un groupe armé terroriste. Au moment de l'attaque, Abdoulaye était dans le CSCOM. Aussitôt informé de l'attaque, il a décidé de quitter le CSCOM pour aller au secours de ses frères au champ. C'est de là-bas, au champ, qu'il a reçu une balle perdue des groupes armés terroristes et en est succombé à la suite de ses blessures. Il est important de signaler qu'il gérait le CSCOM avec un bénévole depuis plus de 6 mois pour raison d'insécurité. Massina, le 30 mai 2025. La nouvelle a suscité une vive émotion ce jour-là dans la salle. Abdoulaye Kenta a consacré toute sa vie à servir dignement sa communauté, son pays, quasiment dans l'anonymat. Dès son village natal à Ségou, en passant par Massina, la bravoure de ce héros est reconnue de tous. Depuis son recrutement par les membres de l'ASACO, étant natif de la localité, Abdoulaye jouait pleinement son rôle. Et il était là-bas comme non seulement agent vaccinateur, mais l'aide-soignant qui s'occupait de tous les soins et le rapportage à son chef qui est le DTC des données des activités qu'il était confiées jusqu'à le jour de son décès. Je voudrais ici, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, à mon nom propre, m'incliner devant la mémoire de ce héros, également rendre hommage à l'ensemble des victimes de l'insécurité dans notre pays, victimes civiles comme militaires. On comprend bien entendu à travers ce rapport circonstancié la bravoure et l'audace de cet agent vaccinateur, qu'Allah l'accepte au paradis. Je suis convaincu qu'il existe, qu'il dort et qu'il sommeille en chaque Malien patriote un Abdoulaye Kenta. Dans la foulée de la célébration de son indépendance, le Mali salue la mémoire d'un fils exemplaire, rend hommage à un jeune patriote. À travers lui, la nation reconnaissante célèbre aussi toutes les victimes civiles et militaires tombées sous les balles du terrorisme. En chacun de nous sommeille un Abdoulaye Kenta. Abdoulaye Kenta, un jeune dont le courage a éclairé ses compatriotes, puisse son souvenir nous guider vers un avenir de paix. Venons-en maintenant à ces audiences que le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a accordées à la commission terre du Centre régional de recherche agronomique de Sotuba et à l'Association des éditeurs de presse privée. La préservation et la sécurisation des domaines du centre a été abordée par la première délégation. Quant à l'ACEPT, elle est venue présenter son nouveau bureau, le compte-rendu des audiences avec Barakissa Ouattara et Oumar Traoré. Le Centre régional de recherche agronomique de Sotuba en mode alerte rouge. Depuis quelque temps, ce centre de l'IER, Institut d'économie rurale, subit des agressions foncières. Les terres dédiées à la recherche agronomique sont menacées ou envahies, mettant en péril les activités du centre. La commission terre du centre sollicite l'aide du président de l'institution. Sotuba est devenu le dépôt des tas d'ordures. Même si vous voulez, il y a des animaux morts qui sont jetés dans cette cour-là. Et l'insécurité flagrante. Les murs sont tombés. Sotuba a 1000 portes de sortie et 1000 portes d'entrée. En plus des agressions administratives et communales,
Nous vivons cet aspect en longueur de journée. Après l'installation de son bureau il y a un mois, l'association des éditeurs de presse privée ACEP est venue présenter les membres de l'organe au président. Elle veut également établir un cadre de collaboration avec l'institution. Au-delà, l'association a évoqué la situation difficile que traverse le secteur de la presse privée. Le secteur des médias traverse vraiment des situations aussi difficiles. Depuis 2021, le document a été élaboré. Il y a eu des retouches après, mais jusque-là, on n'a pas encore vu le bout du tunnel. Donc maintenant, on en a parlé avec le président et vraiment demandé son implication personnelle également aussi pour que ces dossiers-là aussi puissent avancer positivement. Les deux délégations ont visiblement eu des échos favorables de la part du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel pour la prise en compte de leurs préoccupations. Parlons également de cette campagne de communication pour faire connaître la Direction nationale des droits de l'homme. Cette structure peu connue est un service central rattaché au secrétariat général du département de la justice et des droits de l'homme. Dans le cadre de son opérationnalisation et de mise en œuvre de sa mission, elle se doit de communiquer sur son existence. Reportage Mamadou Fani. La Direction nationale des droits de l'homme du Mali est l'une des toutes dernières structures créées par le département de la justice. Beaucoup de citoyens confondent cette direction avec celle de la Commission nationale des droits de l'homme. C'est pour faire découvrir au public la Direction nationale des droits de l'homme et ses missions que cet atelier est organisé. L'État en tant que tel n'avait pas un pendant institutionnel. Le portefeuille droits de l'homme qui est au niveau du département de la justice n'avait pas d'outils techniques à sa disposition. Donc, d'où l'idée de créer une direction nationale des droits de l'homme qui agit sous la forme d'un service central. Au même moment, la Commission nationale des droits de l'homme agit sous la forme d'une autorité administrative indépendante. Mais on a les mêmes objectifs. Cette initiative bénéficie du soutien des partenaires du Mali soucieux des questions des droits de l'homme. Nous saluons et remercions la contribution du Fonds du secrétariat général pour la consolidation de la paix, qui est notre bailleur qui finance ces activités. Cette première activité de communication permettra sans doute de présenter aux acteurs non étatiques, surtout vous, Organisation de défense des droits de l'homme, la toute nouvelle Direction nationale des droits de l'homme, à travers sa genèse, sa création, ses missions, son organisation, ses modalités de fonctionnement, son cadre organique, ainsi que son interaction avec son environnement. La diversification des acteurs intervenant sur les questions des droits de l'homme exige une communication pour permettre aux citoyens de cerner le rôle de chaque acteur, d'où la portée de cette formation pour les structures en charge des droits de l'homme. À présent, cette cérémonie de distinction initiée par la coordination de Baromètre, il s'agit d'honorer et reconnaître les hommes et les femmes dévoués pour le développement socio-économique dans leurs secteurs respectifs. Ils sont magistrats, financiers et autres acteurs du développement à recevoir la distinction. Reportage Youssef Diakité et Abdoulaye Samaki. Magnifier les acteurs du développement et encourager l'excellence, voilà la quintessence de la coordination de Baromètre, un outil d'identification des talents engagés pour le développement socio-économique du pays. La présente cérémonie qu'ils ont appelée spéciale 22 septembre Baromètre récompense des magistrats, des financiers et autres acteurs du développement. Il y a ce qu'on appelle la constance, il y a la vision pour le secteur, il y a les grandes réalisations pour le secteur d'activité, il y a la perception de l'opinion, il y a le degré de patriotisme et surtout il y a l'intégrité du lauréat. Les lauréats se disent particulièrement honorés pour le choix porté sur eux. C'est vraiment un honneur et un grand plaisir pour moi de recevoir cette distinction, surtout de façon solennelle. Cette distinction surprise, je l'ai reçue tout droit au cœur, de par cette reconnaissance de gros efforts que nous, professionnels de la santé, nous fournissons dans l'ombre. J'ai été vraiment très ému. Ce spécial 22 septembre Baromètre 2025 est placé sous la coprésidence du ministre de la Justice et celui de la fonction publique. Chacun a dans son intervention salué la pertinence de l'initiative. Je suis satisfait des résultats de l'enquête réalisée sur les investissements de notre diaspora. Je dois avouer qu'il s'agit d'un travail bien fouillé et empreint de professionnalisme. Vos efforts, souvent discrets,
parfois dans l'ombre, ont permis de franchir des étapes importantes dans les missions de service public et de développement socio-économique qui vous ont été confiées. Cette reconnaissance témoigne du rôle essentiel que vous avez joué et que vous continuez de jouer dans vos différents secteurs d'activité. Ils sont 17 récipiendaires à être distingués pour ce spécial baromètre 22 septembre avec une mention particulière pour les femmes appelées Super Baromètre. Ce soir, dans le dossier du 22 septembre, nous nous intéressons au concept Mali Koura ou le Mali nouveau. Le Mali Koura a été tant réclamé par le peuple malien lors des assises nationales de la refondation. Dans ce dossier de la rédaction, nous revenons sur les acquis de Mali Koura, parmi lesquels le renforcement du sentiment patriotique, les efforts de redressement de l'outil de défense à travers l'acquisition d'équipements militaires ou encore la reconnaissance officielle du statut de légitimité traditionnelle. On en sait davantage avec Soumaïla Berti. Ceux-là sont venus, ils ont tout changé, tout a changé. Vraiment, et nous souhaitons que ça continue avec ces jeunes-là. Nous rêvons de ce Mali Koura et nous prions que ce soit une réalité. Le concept Mali Koura, je pense que ça englobe tous ces enseignements qui nous ont été enseignés, toutes ces valeurs qui nous ont été léguées, de tout le temps s'inscrire dans la dynamique de la renaissance. Les avis de ces citoyens lambda sont partagés lorsqu'il s'est agi de donner un contenu au concept Mali Koura, un terme bambara qui signifie les Mali nouveaux, très fréquent depuis l'avènement de la transition. Mais de façon unanime, tous conviennent de la nécessité d'opérer un changement, une refondation à tous les segments de la vie de notre société. Le concept Mali Koura, c'est quand même un concept assez structurant et qui se base sur un certain nombre de constats dans le domaine de la gouvernance, dans le domaine économique, dans le domaine politique. Et donc, il s'agit d'une vision de rupture d'avec une forme ancienne de gouvernance et qui souvent se faisait sans l'intérêt supérieur du peuple malien et souvent qui se faisait en marge même des visions stratégiques et des visions structurantes. Le concept Mali Koura a connu son point culminant lors des assises nationales de la refondation. C'est justement au sortir des ANR qu'il a été institutionnalisé, marquant ainsi un nouveau départ vers un changement de paradigme. Les acquis de Mali Koura sont nombreux et touchent plusieurs domaines. Ils sont d'ordre institutionnel, économique, social, culturel, bref, presque aucun secteur de la vie de la nation n'a été occulté. Les efforts qui ont été faits, qui sont visibles, qui sont palpables dans le secteur de la défense et de la sécurité. Notre honneur, notre dignité sont rétablis aujourd'hui à travers notre outil de défense qui aujourd'hui est bien équipé, mais aussi des personnels bien recrutés, bien formés dans les règles de l'art aux standards internationaux, alors donc qui défend vaillamment notre territoire national sans que d'autres forces étrangères ne puissent s'immiscer. Ça, c'était un acquis fondamental du Mali Koura, de la refondation de l'État. Et dans les secteurs de la justice, ce qui a été fait, c'est d'abord le recrutement de plus de 300 magistrats ces 3 dernières années, ce qui est un record. Cela permet d'assurer un meilleur maillage du territoire national, une réelle distribution de la justice sur toute l'étendue du territoire national. Alors un autre acquis, c'est la mise en place de ce qu'on appelle une stratégie nationale de lutte contre la corruption. C'est vrai qu'il y a eu des instruments juridiques jusqu'ici pour lutter contre ces phénomènes, mais tout cela devait être suivi dans un cadre institutionnel pour doter notre pays des mécanismes opérationnels de lutte contre les fléaux de la corruption et pour que la bonne gouvernance soit la règle. Cet instrument juridique existe aujourd'hui qui fédère les activités de tous les organes étatiques, mais aussi même de la société civile, du secteur privé dans le cadre de la lutte contre la corruption. Si nous prenons le domaine de la santé, l'amélioration du plateau sanitaire, les équipements solaires, mais aussi tout ce qui est équipement sanitaire donné aux différents centres de santé, mais aussi aux hôpitaux, dans le cadre notamment des initiatives présidentielles. Cela est visible à travers
tous les territoires nationaux. Comment atteindre la souveraineté sur le plan alimentaire, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan de la gouvernance. Donc l'ensemble des secteurs, les activités énoncées concourent à atteindre une certaine forme de rupture pour atteindre la souveraineté qui est tant célébrée dans le discours politique. Le chemin est donc balisé pour aller vers une refondation réussie telle que prônée par le peuple malien et réaffirmée lors des ANR. En termes de perspective, les efforts doivent reposer sur la consolidation des actions réalisées ou en cours de réalisation dans le cadre de Malicoura. Nous pouvons dire que le plus difficile a été fait parce que nous savons désormais d'où nous venons et nous savons surtout où nous allons. Alors les chemins étant trouvés, il nous appartient maintenant de consolider les acquis du Malicoura et de faire en sorte que l'état des droits, la démocratie puisse désormais être la règle, que la gestion des affaires publiques puisse reposer uniquement sur les 3 principes directeurs de l'action publique. Si cela se fait, nous pouvons être sûrs que nous aurons un État encore plus fort, un État encore plus prospère, un État qui tient compte des droits de l'homme, un État qui tient compte des intérêts, des seuls intérêts des Maliens. La dynamique du Malicoura est donc amorcée et ses acquis sont là palpables. Un changement de paradigme qui permet aujourd'hui d'entrevoir des perspectives positives dans tous les domaines de développement de notre pays. Le train Malicoura en marche. Également dans cette édition, célébration du 95e anniversaire de l'unification du Royaume d'Arabie Saoudite. Pour l'occasion, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Mali a organisé hier soir une réception, occasion pour lui de rappeler les relations historiques et fraternelles avec la République du Mali. Et c'était en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de la Défense et des anciens combattants. Les temps forts avec Mariam Koni. L'unification du Royaume d'Arabie Saoudite est célébrée chaque 23 septembre. Pour le 95e anniversaire commémoré cette année, l'ambassadeur Abdullah Saleh Saber a offert un dîner aux amis du Royaume. Occasion pour le diplomate saoudien de revenir sur l'excellence des relations de coopération entre Riyad et Bamako. Le Royaume d'Arabie Saoudite a des relations historiques et fraternelles avec la République du Mali, caractérisées par la confiance, le respect mutuel et une communication constante entre les responsables des 2 pays. Pour illustrer cette relation, le Royaume d'Arabie Saoudite offre à la République du Mali des initiatives humanitaires depuis 2020, à travers le centre Oura Salman pour les secours et l'action humanitaire, dans le cadre de plus de 21 projets dans divers secteurs, pour un coût total dépassant 8 757 669 $ américains. L'Arabie Saoudite, partenaire de longue date, entretient avec notre pays des relations qui se renforcent et se diversifient de jour en jour. Et les autorités maliennes s'en félicitent. La célébration du 95e anniversaire de la Fondation d'Arabie Saoudite est un moment privilégié pour saluer l'amitié historique et profonde ainsi que l'excellence des relations. Au plan national, le Mali et l'Arabie Saoudite ont une vision convergée vers la non-ingérence dans les affaires d'autrui. Le Mali apprécie cela de façon vigoureuse. Au-delà de la coopération bilatérale, l'Arabie Saoudite et le Mali sont membres de plusieurs organisations internationales. Le ministre Mahamadou Koné a profité de la soirée pour appeler à la résolution du conflit dans la bande de Gaza. Lancement de la 6e édition du Forum sous-régional de la jeunesse sur la paix, la sécurité et les droits de l'homme ici à Bamako. 200 jeunes du Mali et de la sous-région vont échanger sur le thème « Engagement des jeunes pour une coopération sous-régionale renforcée dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest et au Sahel ». Batraoré. Les jeunes venus de tous les horizons sont désormais plus engagés à intégrer le circuit de la résolution des problèmes qui minent leur pays d'origine. Il s'agit pour eux d'apporter leur contribution dans la réponse aux défis du moment.
des défis qui ont pour nom la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent, les changements climatiques, la précarité sociale et les migrations forcées. Le forum sous-régional de la jeunesse sur la paix, la sécurité et les droits de l'homme est le cadre approprié pour ces échanges. Unissons-nous main dans la main pour bâtir une Afrique de l'Ouest et un Sahel où la paix et la dignité humaine deviennent une réalité durable, où les filles et les garçons partout ont une chance égale de vivre dans un monde sûr. Nous croyons que notre sous-région peut redevenir un espace de paix, de coopération et d'humanisme. Et nous voulons que les jeunes que nous sommes contribuent à écrire cette page de l'histoire de notre sous-région. La rencontre se tient sous le thème « Engagement des jeunes pour une coopération sous-régionale renforcée dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest et au Sahel ». 200 participants venus du Mali et des pays de la sous-région y prennent part. C'est le lieu de vous rappeler une fois de plus votre rôle et votre contribution dans la situation de crise permanente que vit notre continent depuis des dizaines d'années. Vous ne devez nulle part vous prêtez à ce jeu où le feu doit être allumé à tout moment en Afrique pour que d'autres médias exploitent et amplifient, comme pour dire que l'Afrique n'est pas faite pour la quiétude et la calmie. Le forum sera marqué par des conférences, débats sur plusieurs thématiques en lien avec le thème principal des visites touristiques et une soirée culturelle. Nous restons avec la jeunesse pour parler des vacances citoyennes édition 2025. Le top départ a été donné par le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. 600 jeunes vont participer aux activités citoyennes dans la région de Dioïla. Le thème retenu cette année est l'engagement citoyen des jeunes dans la refondation de l'État à travers la culture et le vivre ensemble. Reportage Ibrahim Kaoukonaté et Sidi Kibalo. 600 jeunes venus de divers horizons à l'unisson se verront renforcer leurs capacités en matière de citoyenneté et du patriotisme. C'est là dans le cadre des vacances citoyennes, édition 2025, placée sous le thème de la culture, de l'unité, de paix et du vivre ensemble. Les vacances citoyennes, il s'agit de vous mettre ensemble, vous jeunes de Bamako et de toutes les régions, afin que vous puissiez d'abord vous connaître, vous mettre ensemble, vous donner la main pour pouvoir faire un travail de citoyenneté et de civisme. À travers la culture, les vacances citoyennes visent à contribuer à l'œuvre de consolidation de la paix, de l'unité et de la cohésion sociale. Toutes les activités qui sont sur le terrain, vous allez construire des choses là-bas, vous allez cultiver, vous allez faire beaucoup d'autres choses, mais c'est pour la population qui vous reçoit. Parce que beaucoup d'autres jeunes comme vous, vous attendent sur place. À peu près 50 jeunes par localité, à Dioïla et à Fana, mais peut-être même plus, vous attendent là-bas pour leur donner des coups de main. Donc vous partez pour les aider, mais vous partez aussi pour tisser des liens. À Dioïla et à Fana, les jeunes vont participer à la réhabilitation et à la rénovation des infrastructures socio-éducatives et sportives. Le ministre Fomba a prodigué des conseils aux jeunes et a remis le drapeau au président du Conseil national de la jeunesse du Mali. Voilà, c'est la région de Dioïla qui a l'honneur d'accueillir les jeunes cette année. 26e session ordinaire du conseil d'administration à mi-parcours de l'hôpital du Mali. Au menu, l'examen et l'adoption du rapport d'activité du premier semestre 2026, l'examen et l'adoption des conventions avec des miniers et une université privée. Reportage de Sogona Kamisoko. S'il y a un défi que compte relever l'hôpital du Mali, c'est bien l'acquisition des équipements d'analyse et l'extension de l'ancien bâtiment. Au dire de la directrice générale de l'établissement, l'ancien bâtiment ne répond plus aux normes. Nous avons reçu des gros équipements tels que l'IRM, le scanner et l'accélérateur linéaire. Mais en dehors de cela, on a des équipements qui sont vraiment aux arrêts. Surtout la radio télécommandée, les examens simples de radio poumon et d'autres équipements, parce que ces équipements n'ont pas été changés depuis le démarrage. Ces appareils ne sont plus réparables. L'autre difficulté aussi que la population est en train de vivre avec nous,
ça, c'est la capacité d'accueil au niveau du bureau des entrées. Parce que depuis le démarrage, on n'a pas pu faire l'extension. Les patients ou les accompagnants sont même assis par terre. Donc ça, c'est un désagrément. Malgré ce tableau sombre, l'essentiel des tâches ont été exécutées, comme le rappelle le président du conseil d'administration à l'ouverture de cette 26e session ordinaire du conseil d'administration de la structure à mi-parcours. Du 1er janvier au 30 juin, l'hôpital a entrepris des résultats encourageants qui doivent être consolidés, à savoir activité de laboratoire 101%, activité d'imagerie médicale 98%, activité de l'anesthésie 124%. Sur le plan financier, un taux d'exécution de 46% et un taux de mobilisation de 51%. Des résultats engagés grâce à la résilience du personnel, une dynamique qui devra être maintenue et renforcée pour les années à venir. En perspective aussi, c'est d'élargir notre gamme de prestations. On a démarré les activités personnalisées aussi et du développement de la recherche. Parce qu'on ne peut pas développer une activité aussi sans recherche. C'est de voir où en sommes-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer davantage ce que nous sommes en train de faire. Sur un budget de plus de 6,187 milliards de francs CFA, l'hôpital du Mali a pu mobiliser au terme du premier semestre 2025 la somme de plus de 3,234 milliards de francs CFA. Et dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation CNAR, l'ONG Zankai, en collaboration avec la mairie de Kalabankoro, a organisé une conférence débat. L'objectif est de vulgariser le projet de loi de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation d'Ossé Baba Diarra et Abou Kone. Cette conférence débat initiée par l'ONG Zankai avait pour objectif la vulgarisation et l'appropriation du projet de la loi numéro 2025-042 du 22 août 2025 portant charte pour la paix et la réconciliation nationale. Il s'agit d'un document de référence voulu par les plus hautes autorités qui va permettre à tous les Maliens de l'intérieur que de l'extérieur de se reconnaître dans ce document et de travailler à... Nous avons informé les forces vives de Kalabankoro par rapport à la notion de la paix, la compréhension sur la paix, les conditions pour obtenir la paix et les initiatives aussi pour aboutir à la paix. Au cours des débats, l'accent a été mis sur le volet culture, paix et cohésion sociale, d'où le choix des thèmes héritage culturel, facteur de paix et de cohésion dans l'espace AES, qui est d'ailleurs le thème de la CNAR. Il était normal qu'on combine les valeurs culturelles, l'identité culturelle, avec le rôle que cet aspect peut jouer dans la paix, la cohésion nationale au Mali. La tenue de l'activité a été possible grâce aux efforts de l'ONG Zankai. Zankai est un mot soreil qui veut dire les enfants. En effet, l'ONG se veut une structure de soutien aux enfants et aux femmes. Ce n'est pas notre première activité dans le cadre de la sensibilisation à Kalabankoro. Pendant la phase du référendum, on a fait le tour de tous les villages de la commune de Kalabankoro avant le jour du vote. Et c'est encore parti. Nous allons faire de notre mieux. Au cours de cette conférence, j'ai compris que les autorités veulent renforcer la paix et le vivre ensemble au Mali. Toutes les forces vives de Kalabankoro étaient représentées ici. Je suis conscient qu'elles vont informer leur base. Les conférenciers ont saisi l'opportunité pour demander à la population de ne pas publier des informations non fondées sur les réseaux sociaux, pour ainsi éviter la désinformation. Lancement de la deuxième phase de projet Reverdir l'Afrique par le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable à Bamako, financé par l'Union européenne pour une durée de 4 ans. Le projet concerne les régions de Koutiala, San et Ségou. Et nous retrouvons Sorona Kamisoko. Dans sa première phase, le projet Reverdir l'Afrique a touché plus de 500 000 ménages et favorisé la diffusion de bonnes pratiques de gestion durable des terres sur près d'1 million d'hectares dans 8 pays d'Afrique subsaharienne, dont le Mali. Pour consolider ses acquis et relever les défis liés au changement climatique, la deuxième phase du projet Reverdir l'Afrique est lancée pour une durée de 4 ans.
La seconde phase du projet Reverdir l'Afrique s'appuie sur les leçons apprises et le succès de la première phase, tout en introduisant des innovations majeures pour amplifier l'impact. En ce qui concerne le Mali, cette nouvelle phase devrait permettre d'engager 30 000 ménages dans des activités de reverdissement, avec 20 000 ménages adoptant des pratiques de reverdissement sur une superficie totale de 50 000 hectares. Le projet Reverdir l'Afrique est entièrement financé par l'Union européenne. Nous sommes décidés à continuer à appuyer le gouvernement malien dans ses activités en faveur de la population malienne. Et particulièrement dans le domaine de l'environnement, on est très engagé, on a d'autres activités qui sont en cours. Le Mali est confronté à de multiples défis environnementaux majeurs, combinés à des enjeux sociaux, sécuritaires complexes qui touchent l'ensemble de son territoire. Pour relever ce défi, notre pays s'est doté d'une politique nationale de protection de l'environnement qui place la conservation et la gestion durable des ressources naturelles au cœur de son développement socio-économique. Les activités du projet Reverdir l'Afrique couvriront les régions de Koutiala, San et Ségou. Sa mise en œuvre est assurée par l'ONG Sahel ECHO. 1000 pieds d'arbres seront plantés dans la forêt classée de Kéla, cercle de Kangaba, une initiative de la coalition malienne pour le genre, la sécurité et le changement climatique. Reportage Youssouf Diakité. De nos jours, les activités humaines sont quotidiennement impactées par les effets des changements climatiques causés très souvent par la coupe abusive des arbres. C'est ce qu'a compris la coalition malienne pour le genre, la sécurité et les changements climatiques COMAGES en apportant des réponses concrètes à travers cette campagne de reboisement dans la forêt classée de Kéla, cercle de Kangaba. Moi, quand même, je suis très content d'avoir choisi Kangaba donc pour la plantation des arbres dans notre forêt classée. On a besoin de l'eau pour vraiment suivre les entretiens. C'est une très belle action qui parle de reboisement et parle de lutte contre la désertification. Nous n'allons pas vraiment rester bras croisés. Ces jeunes qui constituent vraiment les bras valides, de temps en temps, donc nous allons les démarcher pour en savoir vraiment à quel niveau nous en sommes. Reboiser pour restaurer les terres et lutter contre la désertification, c'est le thème choisi par la COMAGES pour cette campagne de reboisement. Quand on a une forêt classée aussi importante qui a plus de 12 000 hectares, qui avait, je vais dire, plus de 12 000 hectares en 1945, aujourd'hui la surface est estimée à 7 000 hectares, donc vous imaginez un peu la préoccupation. La deuxième activité a concerné la remise de séchoirs solaires aux femmes de Kéla. L'objectif, c'est d'augmenter leur capacité de production. Affaires mondiales Canada met à la disposition d'un projet 1 milliard de francs CFA, le projet Assistance multisectorielle intégrée de santé sexuelle et reproductive, de protection et de nutrition pour les populations déplacées rapatriées et les communautés d'accueil touchées par les crises dans les cercles de Gao et Ansongo vient d'être lancé d'une durée de 18 mois et sera mis en œuvre par Karmali. Depuis Gao, Aliou Idrissa Maïga. Le projet Assistance multisectorielle intégrée de santé sexuelle et reproductive, de protection et de nutrition pour les populations déplacées, rapatriées et les communautés d'accueil touchées par les crises dans les cercles de Gao et Ansongo qui vient d'être lancé dans la cité des Askia sera mise en œuvre par Kermali en partenariat avec l'ONG Tassag. C'est un projet qui vise réellement à apporter une réponse multisectorielle aux besoins cruciaux de la population de Gao, comme vous le savez, qui fait partie des populations les plus impactées par la crise multiforme que le Mali traverse depuis un certain temps. C'était une manière pour CARE aussi de continuer à apporter son assistance aux communautés dans le besoin. Le coût, c'est à peu près 1 milliard à 876 millions, 104 000 francs CFA. Pour les autorités régionales, ce projet vient à point nommé. Ce projet représente un espoir renouvelé pour nos citoyens les plus vulnérables. Ensemble, nous avons travaillé sans relâche pour mettre en place des initiatives qui répondent aux besoins urgents de nos populations. Ce projet arrive à un moment où on a le plus besoin pour qui connaît la situation actuelle de notre région, à l'instar de beaucoup d'autres régions du Mali, marquées par l'exacerbation des besoins humanitaires.
La cérémonie de lancement a servi de cadre pour présenter le projet d'une durée de 18 mois avant de donner la parole à l'assistance pour des questions de compréhension. Nous restons dans le nord du Mali, plus précisément à Taoudéni. Sur place, le représentant pays du HCR a rencontré les autorités régionales pour échanger sur les préoccupations de la région par rapport au retour et installation des réfugiés et des déplacés maliens en Mauritanie. ORTM Taoudéni, Fousseini Samake et Yacouba Koni. Cette visite est la première que j'effectue depuis ma prise de fonction comme représentant du HCR au Mali. Donc c'était bien entendu pour moi tout à fait normal de venir à Taoudéni, qui est la région d'origine de milliers de réfugiés maliens qui se trouvent à l'extérieur, dans les pays voisins, plus particulièrement en Mauritanie. Mais aussi c'est pour moi l'opportunité que j'ai saisi de prendre connaissance des priorités de la région de Taoudéni et voir dans la mesure du possible comment nous pouvons contribuer à répondre aux différents besoins qui se présentent. La stratégie de solution durable est une stratégie du gouvernement à travers justement le ministère de la Santé et du Développement social, et nous avons fortement contribué en tant qu'agence du système des Nations Unies à l'élaboration de cette stratégie pour voir dans quelle mesure on peut renforcer les infrastructures, créer les conditions propices pour ceux qui veulent rentrer, que ces conditions en termes d'éducation, en termes de santé, donc en termes d'infrastructures sociales de base, mais également de systèmes, puissent être mises en place. Donc pour nous, la priorité, c'est vraiment d'amorcer le nexus. Voilà, Pierre Camara, représentant pays du HCR, était au micro de Fousseini Samake et Yacouba Koni. À Bougouni, les forces de défense et de sécurité mènent une série de patrouilles. Cette opération dénommée Sigida Lakana a pour vocation de sécuriser la population de la capitale du Bani Mononché pour qu'elle puisse vaquer normalement à ses occupations. Reportage Abdul Karim Konaté et Djibril Bagayogo. La sécurité des personnes et leurs biens dans la capitale du Bani Mononché est au centre des préoccupations des autorités du pays. C'est ce qui justifie cette patrouille de grande envergure menée par les forces de défense et de sécurité de Bougouni. Conduite par le commissariat de police de Bougouni, l'opération est dénommée Sigida Lakana. Cette opération menée avec professionnalisme et fermeté vise à maintenir la sécurité des populations urbaines. Nous sommes dans un contexte sécuritaire assez volatile. Et dans ce genre de conditions, il est bien séant que les forces de sécurité et les forces de défense puissent se mettre ensemble pour quand même mener ce genre d'opérations qui visent non seulement à lutter contre le grand banditisme, l'insécurité résiduelle, mais également le phénomène terroriste que nous connaissons aujourd'hui dans nos grandes villes. L'opération a été appréciée et saluée par les populations. Nous apprécions cette patrouille. En tant qu'usager, ça me rassure et me permet de circuler dans la ville en toute quiétude. Nous lançons un appel vibrant à la population. Nous allons sortir, on va nous promener sur les grandes artères, dans les coins et les recoins. On va aller fouiller dans les coins suspects. J'en appelle à la population, pour être mieux sécurisée, il va falloir que nous-mêmes nous contribuions à notre sécurité en tant que population. La nuit étant le moment propice pour les malfrats d'opérer dans les grandes villes, cette patrouille se tiendra chaque jour de 19h jusqu'à l'aube. Et justement, vous pourrez suivre dans nos programmes ce soir votre magazine mensuel à 52 minutes pour savoir un 5e numéro spécial qui fait un gros plan sur la police nationale, le quotidien des commissariats, les patrouilles nocturnes. L'invité de ce 5e numéro est le directeur général de la police, le contrôleur général de police Youssouf Koné, suivant un extrait. Il n'y a pas de petits renseignements. Tout renseignement doit être traité avec professionnalisme et rigueur. Nous sommes là pour sécuriser cette population. Cette bonne collaboration avec la population a permis de réduire l'insécurité dans la commune, mais surtout de maîtriser le raïda, un nid criminogène. La section voie publique s'occupe des cas d'accident, notamment elle intervient pour le constat d'accident de la route. Ces agents reconstituent ici un accident entre une Sotraman et un motocycliste survenu au carrefour du commissariat. Tous les matins, un rassemblement est organisé à 6h dans les locaux du groupement mobile de sécurité GMS avant le déploiement des agents au niveau des différents carrefours de la ville de Bamako. Comme tous les matins, nous nous rassemblons à 6h
Le PR et son staff réitèrent les consignes auprès des éléments pour une bonne marche du service du jour. La police, dans son travail, doit être accompagnée par les usagers. 52 minutes pour savoir, une présentation de Sira Bachili et une réalisation de Imon Frissanou. C'est à 22h15. Nous voici au terme de cette édition. Merci à la rédaction et merci à vous également de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous pour les informations demain 13h avec Abdul Karim Kaba et moi je serai là pour le 20h Dieu voulant. Nos grands-pères nous enseignent ce soir que la bravoure ce n'est pas être le plus fort mais c'est oser affronter l'impossible pour une cause juste et noble. Force à nos femmes et bonne fin de soirée à tous. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons